Champ libre. Champ libre. Une émission sur l'agriculture et l'alimentation dans le Perche. Animé par Christophe Lécuyer. Agriculture, Écologie, alimentation, santé, emploi. économie locale. Une émission de Radio 61 110 en partenariat avec les podcasts du Perche.com. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se passionner pour les escargots, une production discrète sur le territoire, une production que l'on consomme plutôt pendant les fêtes, farcie, en mini-bouchées, feuilletée, à tartiner, à l'apéro ou quand on veut. Alors, sortons de notre coquille. On est avec Véronique Raillet et Jean-Baptiste Caillot, héliciculteurs à Condo, Sablon-sur-Huisne. La ferme s'appelle Les Escargots de la Colline. Bonjour Véronique. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir tous les deux. D'où est partie l'idée d'élever des escargots ? D'où est partie l'idée de Paris à la base. On était tous les deux plutôt accros aux animaux un peu sortis de l'ordinaire. On travaillait dans une animalerie à Paris 13, à côté de Place d'Italie. Ça s'appelait la Ferme Tropicale. C'était un magasin spécialisé dans les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, et spécialisé donc terrario, serpents, lézards, amphibiens, grenouilles, tortues, d'eau, de terre. C'est là qu'on s'est rencontrés en fait, et c'est là qu'a commencé notre petite passion pour les animaux un peu particuliers. Et puis ensuite, JB a voulu faire une formation pour devenir agriculteur, parce que la vie parisienne lui convenait pas, ne me convenait pas non plus. Et de fil en aiguille, il a rencontré un héliciculteur, Jérôme et Ève, avec qui on est toujours en contact aujourd'hui. Et le feeling avec Jérôme et Ève est très bien passé, et ce qui a permis à JB donc de trouver sa voie. Et le Perche ? Pourquoi le Perche ? Pourquoi le Perche ? Alors, moi, j'avais de la famille qui était... Alors, la formation agricole, elle était dans le Morvan, qui est une région magnifique, très vallonnée. Et du coup, j'avais quand même voyagé en France, mais j'avais jamais réfléchi à l'endroit où aller. Et c'est vrai qu'ayant passé quelques temps dans le Morvan, c'était compliqué de retourner dans un pays plat. Du coup, je cherchais absolument une région qui était vallonnée. Donc le Perche correspondait parfaitement. Et après, géographiquement, c'est parfait parce que je me suis séparé de ma femme en changeant de vie. Et du coup, ma fille est restée en région parisienne. Et mes parents, eux, sont à Nantes. Donc on est pile poil à mi-chemin. D'accord. Donc les frangins qui sont sur Paris, quand ils font des allers-retours, ils passent à la maison. Enfin voilà, donc ça, c'est parfait. Et puis, bizarrement, tout le monde connaît quelqu'un qui habite dans le Perche. Et donc, il y a Sylvain Duré qui fait du brebis... Le fromage de brebis, oui, il est venu ici d'ailleurs. Voilà, qui fait du fromage de brebis. Et ben, il avait fait une soirée étant jeune à la maison, un jour de l'an. Et du coup, par ce biais-là, j'ai pu vite rentrer dans le monde bio. Et puis, ça m'a conforté de savoir que j'avais quelqu'un, une connaissance en tout cas, sur un endroit où j'allais pouvoir atterrir. Et entre la volonté de vouloir atterrir et le fait de trouver un terrain pour s'installer. Alors d'abord, on a loué une petite maison dans Bélem. Et puis j'ai bossé dans des fermes, dans de l'œuf. J'ai ramassé des œufs pendant 1 an. Et du coup, pendant ce temps-là, ça nous permettait de chercher des terres agricoles. Donc, comme on fait de l'escargot, on ne cherche pas des grandes surfaces. C'est assez atypique comme recherche dans le monde agricole. Du coup, on avait plus... ce qu'on recherchait, ça ressemblait plus à une maison secondaire de Parisiens qui voudraient des chevaux. Avec un peu de terrain, voilà, et puis une maison un peu de bâtisse. Du coup, on s'est rabattu sur les agences immobilières. Et puis, à force de visite, on a fini par avoir un coup de cœur à Condo. C'était donc une création ? Oui, il n'y avait rien du tout, effectivement. Si j'ai bien compris, dans la production d'escargots, il y a 2 phases. Il y a la phase production d'escargots et il y a la phase transformation, cuisine. Tout se passe sur place. Alors au début, non. On a eu beaucoup de chance en arrivant. Il y a DJ Vallée qui faisait de l'escargot. Où est-ce qu'il était ? À Saint-Hilaire ? Non, il était à la sortie de Nogent.
proche de Saint-Hilaire, mais il était toujours sur nos gens. Et ça s'appelait le Pré aux Escargots. D'accord. Et donc, il avait arrêté 4 ans avant qu'on arrive. Et donc, c'est une chance parce que du coup, on a pu, dans un premier temps, ne pas avoir besoin de construire le laboratoire de transformation pour cuisiner les escargots tout de suite. On a pu lui racheter son matériel d'occasion, donc beaucoup moins cher que s'il fallait qu'on achète du matériel neuf. Et on s'est installé donc près de la ressourcerie à Nogent-le-Rotrou. Donc pour cuisiner et puis pour faire la reproduction, qui se fait aussi en bâtiment. Donc on avait cette phase-là qui était dans Nogent, et puis toute la partie élevage qui était à Condo. À Condo, là où vous habitez. Là où on habite, ouais. D'accord. Donc l'élevage, comment ça se passe en quelques mots vous achetez des œufs? Alors, on va commencer par... je ne sais jamais par où commencer, parce que c'est un cycle. Par le départ. Alors, quand on ramasse les escargots, on ramasse les reproducteurs. C'est les premiers qu'on ramasse. C'est les plus gros, les plus beaux. C'est juste comme ça qu'on les sélectionne. Il n'y a pas plus de critères. Eux, ils sont en chambre froide, donc à 5-7 degrés pendant tout l'hiver, comme s'ils étaient en fait en train d'hiberner. Enfin, un hiver un peu idéal, parce que du coup, ils n'ont pas de changement de température et que c'est très stable au niveau hygrométrie. Donc, ils dépensent très peu d'énergie. Ouais. Et ça nous permet de les conserver longtemps en dormance, comme ça. Et donc, on les réveille au mois de mars, là, dans 15 jours. Le réveil consiste à les sortir de la chambre froide, à les placer donc dans cette pièce qu'on a, qui est sous atmosphère contrôlée, en quelque sorte, avec une luminosité contrôlée, dans le sens où, en une semaine, en fait, il faut qu'on les amène au mois de juin. C'est-à-dire que là, ils sortent de 7 degrés, on va les sortir dans la pièce, ils vont rentrer, il va faire 10 degrés, elle est tout de suite très humide. Ils remangent, ils se retapent un petit peu, et puis petit à petit, on augmente la température, et puis la durée du jour. Et comme ça, ils arrivent à un 18 degrés en moyenne, et puis avec une luminosité qui ressemble à celle de l'été, d'au moins 10 heures. Donc là, ils pondent. Du coup, ils ont l'impression, étant au printemps, ils s'accouplent, et puis on leur met les petites boîtes en terre, ils pondent. Après, là, ça travaille de minutie, comme beaucoup dans l'escargot. Une fois qu'ils ont pondu, on attend que les bébés sortent des œufs, ils se collent sur les couvercles, et là, on les gratte délicatement, parce qu'il faut qu'on les pèse, pour pouvoir estimer le nombre d'escargots qu'on met dehors, dans les parcs. Wow. Parce qu'évidemment, on ne va pas mettre au hasard dans un élevage une quantité inconnue d'animaux. Ce sera incontrôlable de savoir s'il y en a assez ou pas. S'il y en a trop, forcément, ça pose toujours des problèmes. Donc pour pouvoir contrôler le nombre d'escargots qu'on met, on les pèse et on fait une estimation du nombre d'escargots. Et donc, vous les installez directement dans un parc? Et après, on les installe dehors, alors qu'ils sortent de l'œuf. C'est les petites tailles d'aiguilles, c'est ça, ils sont minuscules. Et on les met dans les parcs, en extérieur. Et après, là c'est la partie la plus cool du travail. Alors, c'est la mise en parc, c'est après les seins de glace. Une fois qu'ils... À la mi-mai, à peu près. Ouais, à la mi-mai. D'accord. Dans les bonnes années, on avait des mi-mai. Enfin, les années chaudes, on avait des mi-mai. Mais sinon, c'est ça. Après, du coup, ils sont dehors toute l'année. Ils ont un complément alimentaire à base de farine, de calcium, avec des céréales dedans. Farine bio? Oui, c'est en bio, ouais. On est en bio. Et voilà, donc ils sont arrosés. C'est une petite aspersion qui permet juste de mouiller la surface pour qu'ils puissent se déplacer. Parce qu'en fait, pour se déplacer, l'escargot, il absorbe de l'eau. Et puis, très vite, il la synthétise en mucus, en bave. Et du coup, ça lui permet d'avancer. Ce mucus a beaucoup de propriétés physiques qui lui servent au déplacement. Ça peut servir à autre chose d'ailleurs, non? Ça sert aussi en cosmétique pour nous, effectivement. C'est ces propriétés physiques dont l'escargot a besoin, qui l'obligent en fait à synthétiser des protéines qui sont bizarrement les mêmes que celles qu'on a dans la peau. Et donc vous utilisez le mucus aussi? Vous avez des produits? Alors non, on n'a pas les produits. On cherche d'ailleurs un savonnier pas trop loin qui voudrait bien travailler avec des produits animaux. C'est souvent le problème. Les savonniers aiment beaucoup. Les savonniers aiment beaucoup travailler avec les produits végétaux en général, et ils ont du mal à utiliser les produits animaux. Il y a des savons à base de lait de chèvre aussi, je me trompe. Pourtant, il y en a, mais... C'est plus compliqué. La bave d'escargot est un produit quand même très vivant avec beaucoup de bactéries dedans, et c'est compliqué en fait de le maintenir et qu'il soit dans un produit fini stable en fait. Ça, c'est assez compliqué. Ok, donc production d'escargots, ensuite récolte, et ensuite là vient le moment où vous les stockez, vous les cuisinez tout de suite Alors, pour la partie transfo, comment ça se passe? Donc, une fois qu'ils sont ramassés, on va les sécher, mis entre guillemets. On a une grande structure en bois toute simple avec des ventilos. Alors, on va les stocker là-dessus. En fait, ils vont rentrer, ils vont se mettre en mode hibernation, en fait, avec les ventilos. Ils vont rentrer dans la coquille
créer l'opercule de calcium en fait pour vraiment rentrer en dormance. Une fois qu'ils sont à ce stade-là, on va les mettre dans la chambre froide pour les maintenir en hibernation. Une fois que ça c'est fait, on va se mettre en mode décoquillage plus. Et on va donc prendre nos escargots, les décoquiller en masse, quasiment tout le mois d'octobre et novembre, pour pouvoir se préparer pour faire de la cuisine quasi intensive tout le mois de décembre en fait. Intensive. Cuisine intensive, ouais, j'insiste sur ce terme, cuisine intensive. Et donc comment ça se passe, le décoquillage, donc tout se fait à la main, on a très peu de machines, alors on va avoir une machine pour faire notre beurre, on a un petit batteur, un petit pétrin en fait pour faire notre beurre par exemple, mais après le décoquillage ça se fait à la main. La partie la plus rigolote, avec beaucoup d'ironie, c'est le calibrage des chairs aussi, entre les petits, les moyens et les gros. On va ranger nos escargots par calibre parce qu'on utilise les gros escargots pour les coquilles. On va utiliser les calibres, ce qu'on appelle moyens, pour les bouchées apéritives, les feuilletés, les gougères. Et les petits escargots, on va les garder pour les tartinades par exemple, ou le tartare d'algues, ce genre de petites recettes. Ou pour les pommes de terre. Les pommes de terre, c'est-à-dire Ça, c'est une recette qui vient du Pin-la-Garenne. C'est une pomme de terre qu'on cuit en robe des champs, on la coupe en deux, on la creuse, on met les escargots au creux de la pomme de terre et ensuite on fait une purée aillée par-dessus et on fourre de nouveau la pomme de terre avec ça. Mais je ne connaissais pas. C'est parce qu'on n'en fait pas beaucoup, c'est très très long. C'est qu'on a du mal à trouver des patates de bon calibre. Du bon calibre. Il faut des petites. Moi, je fais de la moyenne. C'est non, pas forcément. En fait, il faudrait de la grosse Charlotte. Voilà. L'idéal, c'est ça. C'est ça. Là aussi, on lance un appel. Et du coup, les Charlottes sont jamais très grosses. Parce que dans la cuisine des escargots, il y a des ingrédients, pas mal. C'est vrai qu'on a besoin d'acheter beaucoup d'ingrédients. Pommes de terre, etc. Et vous arrivez à trouver localement des ingrédients Localement, c'est encore un peu compliqué. On a le persil, on a les légumes quand même. Les légumes et le persil. Les légumes, ça, on arrive à se débrouiller. Le persil, on arrive enfin, en petite quantité, mais on arrive enfin à le faire nous-mêmes. C'était pas encore évident. L'ail, en revanche, ça c'est pas possible parce qu'on a besoin d'une quantité quand même assez conséquente. On tourne à 60-80 kilos pour l'ensemble de l'année, donc il nous faut beaucoup d'ail en une seule fois. Oui, la problématique de l'ail aussi, c'est que il faut savoir que nous, on n'en épluche pas 2 gousses pour faire un plat. On en épluche parfois 2 à 3 kilos. Et éplucher 3 kilos d'ail, du coup, il nous faut des cailleux qui soient assez gros. Il faut du gros calibre. Ouais. Donc la région n'est pas vraiment faite pour faire de l'ail ici. Non. Du coup, ça vient d'un GIE qui est dans la Drôme, qui s'appelle le GIE de l'ail dromois. Voilà, et donc tous les ans, c'est eux qui nous fournissent de l'ail violet qu'on utilise, qui est plus aromatique que l'ail blanc et moins piquant, qui est vraiment plus agréable. Et est-ce que vous avez des recettes typiquement percheronnes Ah non, ça on n'a pas encore trouvé. Non, pas encore. On n'a pas encore testé le cidre ou la crème fraîche, effectivement. Alors, elles sont pas typiques percheronnes, elles sont peut-être normandes. Mais effectivement, il y a des gens parmi les gens qui mangent de l'escargot, il me semble qu'en Catalogne, ils aiment beaucoup l'escargot au barbecue. Ça change beaucoup des recettes qu'on a ici, mais ils en raffolent vraiment. Donc ça doit être très bon, j'ai pas encore goûté. En fait, ils prennent l'escargot, ils le font jeûner souvent avec du thym pour que l'escargot prenne le goût de thym. Ensuite, ils le nettoient, ils mettent juste un peu de gros sel et d'aïoli dessus éventuellement, et puis ils le mettent 10 minutes au barbecue. Et ils le mangent comme ça. Et donc ce client venait nous chercher des escargots vivants, parce que peu des pisciculteurs acceptent de vendre des escargots vivants. Donc il était ravi de nous trouver, et il est revenu avec un bouquin de 100 recettes d'escargots, ce qui était assez exceptionnel, 100 ou 200, je sais plus. 200 recettes d'escargots. 199. Et donc on en avait trouvé quelques-unes qui étaient... alors je crois qu'il y en avait au fromage, au camembert, et il y en avait aussi qui étaient effectivement cidre et calvin. Donc il y a des perspectives alors pour avoir des nouvelles recettes. Il y a des perspectives. Produits. Ah oui, ça... il y a des possibilités, en tout cas, oui. Après, l'inconvénient, c'est que notre métier, c'est pas vraiment de la cuisine, c'est plus du traiteur. On répète beaucoup les mêmes recettes. D'accord. Et donc l'inconvénient du traiteur, c'est qu'il faut des recettes qui soient faciles à préparer. Il faut que les ingrédients soient trouvables toute l'année, si possible. Après, on peut faire des produits de saison, ça nous arrive, mais si on le trouve toute l'année, c'est quand même mieux. Parce que les gens sont quand même assez compliqués. Quand ils veulent quelque chose, ils le veulent toute l'année. Donc si on peut le faire, on le fait. Et puis, il faut pouvoir les trouver en bio. Ça, tout n'est pas encore évident, malheureusement. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petit souci ? Ça doit être rapide à préparer. C'est ça surtout le truc.
Où est-ce qu'on trouve les produits des escargots de la colline? Nos produits, où est-ce qu'on les trouve? Surtout chez nous. À la maison. Après, pendant les fêtes, on travaille. Vous vendez à la ferme? On Oui. vend à la ferme, C'est oui. possible. D'accord. Voilà, si les gens nous passent un coup de fil, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Et puis, sinon, on ne fait pas de marchés locaux hebdomadaires, puisque les gens consomment quand même rarement des escargots toutes les semaines. C'est plutôt pendant les fêtes, à Noël. Alors, le gros de la consommation, enfin, tout le monde, on va dire, mange de l'escargot à Noël. Mais après, les fans, ils aiment bien quand il y en a un petit peu toute l'année. Non, on fait plutôt tout ce qui est foire et salon, comme la foire au Boudin, la foire de Rémalard, le marché de Noël de Bretoncelle. D'accord. Donc on fait plutôt ce genre d'événements. Et après, pendant les fêtes, on travaille aussi avec les grandes surfaces quand même pour avoir accès plus facile, enfin pour que les gens aient accès plus facilement à nos produits. Il y a un nouveau magasin qui s'ouvre à Nogent au Biocop? Ouais, Il y a la Biocop. effectivement. mais non, c'est pas prévu qu'on bosse avec eux. Non, C'était une suggestion. on n'en a pas parlé pour le moment. Non, non. effectivement, c'est- Non, on travaille avec la Biocop du Mans, puisque c'est une Biocop qui fait des gros volumes. Et que ça nous permet d'avoir un petit peu accès sur le Mans. Mais je sais qu'il y a d'autres héliciculteurs là-bas, donc qui font les marchés. Après, non, sur Nogent, non. On n'a pas trop de Grande surface. pas trop de points de vente. On fait juste, ouais, c'est ça, mais que pendant les fêtes. D'accord. Sinon, on fait beaucoup de foires de salon un peu partout. On va juste, on aime bien la Touraine quand même. C'est vrai que c'est sympathique comme région. Ouais. Et puis, pour faire du troc, c'est sympa. On goûte des produits sympathiques qui changent. Oui, On fait c'est partie des. Très, très saisonnier, donc pour les marchés, les foires, c'est vraiment le décembre, quoi. C'est vraiment décembre, mais après, il y a. Dans la région de Chartres, ça c'est un appel aux agriculteurs du coin, c'est vraiment un truc sympa qu'ils ont fait. Ils ont eu une très bonne idée, ils ont fait ce qu'ils appellent les paniers bosserons. Ils ont fait une petite association à plusieurs agriculteurs autour de Chartres. Et donc ils ont réparti leurs portes ouvertes sur l'année, mais toutes portent le même nom de panier bosseron. Donc les gens peuvent s'identifier, à chaque fois qu'ils voient une porte ouverte, ils savent si elle fait partie de cette fameuse chaîne de marché. Mhm. Il y a une base de producteurs commune. Et après, chaque agriculteur, quand il fait sa porte ouverte chez lui, peut inviter les amis en plus qu'il a. Et donc, on fait partie de ce groupe de paysans. Et du coup, on fait pas mal de marchés autour de Chartres aussi. J'ai recherché un petit peu sur Internet, j'ai pas trouvé grand-chose sur les escargots, sauf quand même le fait que à peu près 90% de la consommation française est importée. Ouais. Ouais. Oui, ça aussi, c'est notre appel. Si vous voulez lever de l'escargot, vous pouvez y aller. Hein. Il y a de la place. Oh là là, oui, c'est fou. Dans le Perche, avant, il y avait les escargots du Perche. Les escargots du Perche, c'est ça. Hein, Philippe et Fabienne. Voilà, Philippe et Fabienne, couvreurs. Qui donc ont arrêté, mais c'est pas un malheur, parce que nous, on n'arrive pas à produire suffisamment d'escargots. Voilà, non. Même quand cherche- ils étaient là, hein, on n'arrivait Déjà, quand ils toujours étaient pas. là, on n'avait pas assez, donc là, c'est encore pire. On a cherché à acheter des escargots aussi, pareil, parce que notre production n'est pas assez grande, impossible d'en trouver. Donc, vous pouvez y aller. Lancez-vous dans l'escargot, il y a de la place large. Et donc, effectivement, 90% des escargots sont importés parce que parce qu'on n'en produit pas assez, quoi. Et quand tu dis on n'en produit pas assez, est-ce que vous avez des projets d'agrandir, de faire des parcs nouveaux? Alors, ouais, Et oui. un de mes frangins nous a fait un financement participatif. Et du coup, il nous a récupéré de quoi faire 2 parcs en plus. Donc, on va faire 2 parcs de plus cette année. Là. Donc vous avez lancé un financement participatif auprès d'une plateforme et vous avez récolté de quoi faire 2 nouveaux parcs, c'est ça? C'est C'est ça. ça. Super. Ah oui, ça va bien nous aider. Parce qu'on a commencé un petit peu trop petit. Et du coup, on court un peu après la trésorerie depuis qu'on a commencé. Donc, ça nous donne un petit coup de fouet qui nous permet d'avancer plus vite. Parce que le D'accord. problème, du coup, comme vous l'avez entendu, c'est pas la vente. Ça se passe très bien. C'est plus la production qui est assez compliquée. Il y a beaucoup de prédateurs sur l'escargot. Ouais. Et c'est assez compliqué de les défendre de tous ces prédateurs. C'est quoi les prédateurs? En plus, il y a tout le monde. Oh, il y en a Il y a beaucoup. les oiseaux, alors ça, la grive, ça passe dans n'importe quel filet, ça passe partout, une grive. Et ça mange un sacré paquet d'escargots, ça appelle ses copines, tout, c'est assez impressionnant. Les blaireaux, donc l'an dernier, il y en a un qui avait percé un parc et qui est rentré dans les parcs. Les sangliers, jusque-là, ils ont été cool, ils sont jamais rentrés, mais eux, heureusement, parce qu'à mon avis, il ne resterait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les hérissons, Des qu'on mange insectes. aussi, beaucoup d'insectes, mine de rien. Ça, on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup d'insectes qui dépendent des escargots. Et on ne sait pas trop si les taupes, en même temps, s'en occupent un petit peu. Enfin, Ouais, il y a les en tout cas, entre musaraignes, les grives, et entre les mammifères, les oiseaux et les insectes, c'est assez Nous compliqué. aussi, mine de rien. Oui, on en hein, écrase quelques, c'est, non, mais c'est minime à côté de.
Ah, et puis il y a les échappées aussi quand même. On est bons joueurs et nos escargots sont capables de sortir des parcs quand même. On n'arrive pas C'est compliqué d'arrêter un escargot. forcément toujours les récupérer. Est-ce qu'il y a des gens qui ramassent encore des escargots dans la nature et qui les consomment? Eh ben oui, beaucoup. C'est vraiment assez comme tradition. Alors Dans beaucoup, le Perche, non, faut le dire vite, parce que beaucoup non, parce que de toute façon il n'y en a plus beaucoup les escargots, vous l'avez bien vu. Je crois que les routes, ils sont pour beaucoup quand même. Un escargot a beaucoup de mal à traverser une route. Il arrive rarement de l'autre côté. Ben ouais. Du coup, à partir du moment où il est à côté d'un chemin, qu'il entame la route, du coup, à partir du moment où il habite dans un fossé, il a peu de chances de survivre. C'est plus ça l'idée. Donc il y a très peu d'escargots, où que ce soit. Et du coup, donc les gens qui ont encore les coins, il y a les coins escargots, avant il y a les coins champignons, non, c'est les coins escargots, ils les gardent précieusement. Et donc ces gens-là ramassent encore leurs escargots et les préparent. Ils ont toujours les recettes familiales. Beaucoup de personnes nous achetaient des bocaux d'escargots au courbouillon, prêts à cuisiner, justement parce que voilà, ils aiment bien cuisiner. les gens ont le plaisir de c'est ça, cuisiner l'escargot. ouais, ouais. C'est vrai que la première étape est quand même assez ingrate, tout ce qui est l'abattage, comme toujours, abattre un animal c'est jamais très, très agréable. Donc tout ce qui est abattage de l'escargot c'est assez long et fastidieux, et donc ils aiment bien avoir l'escargot qui est déjà prêt pour pouvoir faire la recette derrière. On parle d'abattage. Ah comme tout animal, oui. D'accord. C'est vrai que c'est des bêtes à cornes. Oui, c'est tout pareil. Comment vous répartissez les tâches tous les deux, chacun a sa fonction, ou vous travaillez ensemble Alors Véro fait 90% du travail. Oh non, quand même, 90. Moi je c'est le beaucoup. conçois. Véro fait beaucoup quand même. J'en fais pas mal, mais bon, après, je vais pas non plus me jeter des fleurs gratuitement. Non, on a quand même tendance à travailler tous les deux, ce qui est pas toujours évident. Mais on travaille quand même tous les deux. Quasiment tout le temps, oui. Quasiment tout le temps, vraiment tout le temps en couple. On n'a pas chacun nos fonctions. Après, JB depuis très 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 longtemps s'occupe et élève des animaux, donc il a une vision sur l'élevage quand même plus précise, technique, ouais. voilà, plus technique que moi. Donc moi effectivement la partie élevage, je vais lui donner un coup de main par exemple pour nourrir les escargots, donner de la farine, le complément alimentaire là en question, parce que ça peut être long, surtout si maintenant on va avoir 6 parcs au total. Ça va représenter 400 000 bêtes à peu près. Et comment vous allez arriver à faire face au mois de décembre avec 1 ou 2 parcs en plus? Eh ben, On va sans doute embaucher un peu. On va embaucher quelqu'un. Pour le décoquillage, voilà, ouais, ça va être... Là, on va vraiment se lancer, on va passer le pas. Jusqu'à présent, on se débrouillait comme on pouvait. Mais là, on va vraiment devoir se permettre d'embaucher officiellement quelqu'un pour nous aider, parce que ça va commencer à devenir quand même assez conséquent là au niveau du travail. Déjà pour la partie élevage, pour nourrir tout le monde. Et aussi après, donc pour toute la partie transfo, de septembre jusqu'à décembre, en fait. Là, effectivement... D'accord, donc en saison, vous allez embaucher un saisonnier ou une saisonnière. Ouais. On devrait aussi travailler avec les éleveurs de la Charentonne, normalement, qui sont implantés beaucoup en Normandie. Il y en a un à Mortagne, il me semble, pour ce qui est du plus proche. Après, ça va être... Une boutique. C'est des boutiques, ouais. C'est une chaîne de boutiques. C'est 5 éleveurs, en fait, qui se sont regroupés. Voilà, éleveurs de bovins. Et donc, ont ouvert des magasins au fur et à mesure. Et donc, ils ont que leurs produits, du coup, pour ce qui est de leurs bêtes, pour ce qui est de la viande. Et après, du coup, ils achètent des produits de producteurs à d'autres producteurs. Et ils distribuent donc dans leurs magasins et dans les petits proxys de petits villages qui se trouvent partout un peu en Normandie sur leur chemin, en fait. Et donc, vous allez adhérer, donc, on va travailler avec eux, voilà, c'est ça. Du coup, nous, on va livrer nos escargots agacés, puis après, c'est eux qui vont les distribuer dans les magasins. Et donc, ça va sans doute bien augmenter notre travail. Donc, on va être obligé d'embaucher pour cuisiner. Ouais. Et en dehors de la production d'escargots, il y a d'autres... on commence le chanvre, effectivement. Parce que... le chanvre. Non, ouais, pas le chanvre. Le houblon. C'est vrai que... Non, mais les cultures de chanvre et de houblon sont souvent couplées. Qu'est-ce que... Ça m'a troublé, ça. Le houblon. Le houblon, on commence le houblon. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. bière. Alors, 2 utilités qu'on va trouver à cette culture couplée du coup avec celle de l'escargot. Ça va nous permettre de faire un ombrage pendant l'été. Le houblon est une liane. Voilà. Et donc, comme c'est assez grimpant que ça monte haut, ça met du temps à grimper. Donc, au printemps, les escargots auront le soleil du matin. En revanche, une fois que le houblon sera monté, je vais le mettre à l'est et du coup, ils n'auront plus le soleil du matin. Donc, ils auront de l'ombre prolongée plus longtemps. Et ils seront donc sortis plus longtemps et ils seront plus rapidement prêts.
D'accord. Et donc les escargots, sur leur petite surface, on leur apporte des aliments, ils font beaucoup d'excréments. Et donc ça permettra aussi aux houblons de récupérer les surplus de nitrates qui pourraient descendre des parcs. C'est une belle synergie. Ça devrait. Normalement, le houblon devrait bien pousser. Et ça peut permettre aussi, on a en tête aussi l'année 2020, une forte chaleur, gros soleil. Je ne sais pas comment ça se passe par exemple en 2020 pour vous, pour la production d'escargots, c'est pas trop compliqué, il faut arroser souvent. Non, j'imagine. alors on a de la chance, on est dans le nord de la France, et pour l'instant, même quand il fait encore bien chaud, les nuits sont pas trop chaudes. Ce qui est gênant dans l'escargot, c'est son activité bactérienne qu'il a au niveau de l'intestin. Quand il fait trop chaud la nuit, elle est trop importante, et en fait, en quelque sorte, il s'autodigère, et il en meurt. Donc les nuits au-dessus de 20 degrés, quand il y en a 3-4, soit il faut qu'on arrête de nourrir les escargots, et donc on rallonge le temps d'élevage. En fait, c'est ce qu'il faut faire. Donc ici, comme on en a rarement, ça nous dérange pas trop la chaleur. Les escargots grandissent plus vite, comme c'est un animal à sang froid, c'est assez basique. D'accord. Plus il fait chaud, plus il grandit vite, quoi. Comme les sauterelles et compagnie. Par contre, nécessité d'ombrage. Par contre, l'ombrage le matin peut être très utile parce qu'effectivement, du coup, dans ces périodes-là, dès que le soleil sort, il n'y a plus une goutte d'eau nulle part et les escargots sont vite à l'abri. Et le houblon, l'idée, c'est de récolter les fleurs. Bien entendu, récolter le houblon. En fait, c'est Bernie de la Nogentaise qui nous a sélectionné donc le houblon. On est parti de quelques pieds, depuis on les bouture tous les ans pour en faire un petit peu plus. Et donc c'est lui qui nous le rachète. Et d'ailleurs cet après-midi, il faut qu'on aille récupérer et goûter les bières du houblon de l'an dernier. C'est agréable. De pas mal, ouais. Il est agréable. Mais bon, on est en morte saison. Est-ce que vous faites visiter l'élevage ? Ah oui, à tous ceux qui veulent, sûr, pareil, ouais. si oui. Ouais. Alors l'élevage, c'est pareil, on fait visiter l'élevage, mais quand il y a les escargots. Parce que comme il n'y en a pas en hiver, du coup c'est de juin à même septembre. juin, en fait, c'est pas encore très Juin, ils sont tout petits, intéressant ouais. parce que les escargots sont encore petits, on les voit pas forcément. En fait, les mois les plus intéressants, ça va être Août-septembre. Voilà, août-septembre, là où c'est devenu des bons gros pépères, et plus on tarde dans la date, dans l'année, plus on se rapproche de septembre et plus c'est encore... Plus ils sont gros, c'est vrai que c'est assez impressionnant, ils sont très nombreux, en fait on les entend même. On les entend respirer et manger en fait quand c'est la période, la bonne heure, on peut les entendre respirer. Enfin, on entend le poumon qui s'ouvre, ça fait un petit bruit de bulle. Ouais. Ouais, c'est assez impressionnant. Je pense qu'on a fait le tour. Ok. Vous avez des éléments à rajouter, des envies ? Alors si vous vous lancez dans l'escargot, préparez-vous tout de suite. Si vous faites pas que de l'élevage, la cuisine c'est très dur. C'est souvent pour ça. En fait, je pense que c'est pour ça qu'il y a peu d'élevage d'escargots en France. Ouais, mais c'est Cette fameuse période de Noël, elle est tellement difficile psychologiquement à supporter pour les éleveurs qu'il y en a beaucoup qui craquent et qui arrêtent au bout de 4-5 ans. Ouais, mais c'est ce qui fait la typicité. Et c'est pourtant ce qui fait... Alors en même temps, c'est ce qui fait que c'est agréable parce que d'avoir une grosse période de travail sur un moment donné, ça fait que le reste de l'année est quand même plus souple. Et donc, on a des périodes d'été qui sont quand même très agréables dans ce métier-là. Ouais. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci. Merci à toute l'équipe de Radio 61 110. On vous souhaite une belle saison. Merci Virginie. Merci. À la technique. À bientôt et portez-vous bien. Chant libre. Merci à Romulus pour la musique, à Lio pour la création du jingle, à toute l'équipe de Radio 61 110. Retrouvez le podcast Chant Libre sur bretonsel.fr, sur les podcasts du perche.com et sur les plateformes de streaming Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer et bien d'autres. Pour écouter où vous voulez, quand vous voulez.